Il faisait un froid mordant ce matin-là, un froid qui transperçait la laine et glaçait jusqu'à la moelle. La neige fondue se mêlait à la boue sous les bottes d'une foule rassemblée sur la grande place de Stettin. Une mer de visages, pâles, tendus, affamés de spectacle ou peut-être de vérité. Mais ce n'était pas un jour ordinaire, ce n'était pas une exécution comme les autres, c'était le bûcher d'une reine. Debout sur l'échafaud de bois brut, les poignets liés, les vêtements souillés de cendre, Marguerite de Poméranie, autrefois parée de bijoux et de soie, se tenait désormais comme une condamnée ordinaire. Elle ne portait ni couronne, ni manteau royal, seulement une simple robe de lin, offerte pour l'occasion, non pas en signe de clémence, mais parce qu'elle brûlait mieux que le velours. Tout avait été soigneusement préparé. Le bois sec entassé sous ses pieds, les torches enflammées dans les mains des bourreaux, les cloches silencieuses, comme si même Dieu refusait d'intervenir. Ce jour-là, le silence était un cri étouffé dans la gorge du peuple, suspendu à cette image irréelle. Une souveraine, fille de sang noble, accusée de trahison, livrée aux flammes. Le roi Bogusław V, son époux, ne s'était pas montré. Il avait envoyé des émissaires, des juges, des prêtres, mais pas lui. Car peut-être savait-il que ce qu'il ordonnait n'était pas justice, mais vengeance. Marguerite n'avait pas crié quand on l'avait extraite de sa cellule. Elle n'avait pas pleuré quand on l'avait exposée aux injures des courtisans. Elle n'avait pas supplié quand on l'avait conduite en place publique. Elle avait seulement marché, droite, comme si elle se rendait à son propre couronnement. Et c'est ce calme, cette dignité, qui rendait la scène insupportable. Les murmures parcouraient la foule comme un vent glacé. Certains disaient qu'elle avait vendu les secrets militaires du royaume aux ennemis du Nord. D'autres affirmaient qu'elle avait tenté de faire empoisonner le roi. On racontait même qu'elle avait rédigé une lettre signée de son propre sang, promettant fidélité à une puissance étrangère. Mais personne n'avait vu ces preuves. Personne. Alors pourquoi cette sentence? Pourquoi cette cruauté? Était-ce sa beauté, devenue dérangeante avec le temps? Était-ce son intelligence, sa capacité à rassembler autour d'elle les nobles mécontents? Était-ce simplement parce qu'elle en savait trop? Ce que tous pressentaient, sans oser le dire, c'est que Marguerite ne payait pas pour un crime, mais pour une vérité. Le prêtre s'approcha d'elle. Il tremblait plus qu'elle. Il récita des paroles qu'elle ne daigna pas écouter. Elle fixait l'horizon, les mâchoires serrées. Au loin, les cloches du monastère sonnaient enfin, lentes, sourdes, comme un glas étouffé par la neige. Le bourreau leva la main. Une torche s'approcha. Le bois crépita. Une flamme timide naquit entre les fagots, puis une autre, puis 1000. En quelques instants, la lumière jaillit sous ses pieds, léchant les ourlets de sa robe, montant, affamée. Des femmes se mirent à pleurer. Des enfants furent emmenés, mais Marguerite ne bougea pas. Elle resta là, au milieu des flammes, le visage tourné vers le ciel gris, comme si elle priait non pas pour son salut, mais pour que la vérité survive à sa mort. Et dans ce brasier qui la dévorait, on entendit, dit-on, un cri. Pas un hurlement de douleur, un mot, un nom, ou une malédiction. Nul ne sut le dire. Mais ce fut assez pour hanter ceux qui l'avaient condamné. Le feu finit par l'emporter. Son corps s'effondra, mais pas son souvenir. Car ce jour-là, une reine ne mourut pas seulement. Elle fut effacée, brûlée comme un parchemin gênant, rayée des chroniques, bannie des prières. Mais les cendres ne mentent jamais. Elles s'infiltrent dans la pierre, dans les légendes, dans les cœurs. Et quelque chose, dans cette exécution, restait incomplet, injuste et profondément inquiétant. Car si Marguerite n'avait pas trahi, alors qui avait voulu sa mort et pourquoi? Avant que le feu ne consume son corps, avant que les foules ne crient à la traîtresse, Marguerite n'était qu'une enfant, née dans les couloirs austères d'un château battu par les vents marins. Princesse de Poméranie, elle avait grandi entre la rudesse des tempêtes baltiques et les intrigues sourdes d'une cour qui, déjà, utilisait ses enfants comme pions sur l'échiquier européen. Son père, le duc Barnim IV, était un homme froid, distant, plus soucieux de ses alliances que de ses filles. Sa mère, Élisabeth de Schleswig, était souvent malade, recluse, presque effacée de sa mémoire d'enfant. Marguerite avait appris très tôt à lire entre les silences, à deviner les humeurs des adultes, à se taire pour survivre. Elle aimait les livres, les cartes, les récits des voyageurs. Mais dans son monde, ces choses n'avaient de valeur que si elles servaient à conquérir ou à marier. À 13 ans, on lui annonça son destin comme on annoncerait un départ pour la guerre. Elle épouserait le roi Bogusław V, souverain vieillissant, 2 fois veuf, dont elle n'avait vu que le portrait sévère accroché dans la salle des conseils. On lui dit que c'était un honneur, un devoir, une mission sacrée pour la paix. Mais au fond de ses yeux brillait autre chose, une résignation glacée. Le voyage vers Stettin fut long, ponctué de haltes politiques, de regards lourds, de conseils chuchotés.
Lorsqu'elle arriva enfin à la cour de Poméranie, elle ne fut pas accueillie comme une épouse, mais comme un traité signé à l'encre vivante. Le roi, 50 ans passés, à la barbe drue et aux mains calleuses, la regarda comme on regarde une pièce de monnaie rare. Il ne chercha pas à la connaître. Elle devint reine au matin suivant, sans cérémonie grandiose, sans tendresse. Ce fut une entrée en fonction, pas un mariage. Mais Marguerite, au lieu de se soumettre, observa. Elle apprit les noms des conseillers, les rancunes des familles nobles, les rumeurs qui circulaient dans les cuisines. Elle souriait peu, mais elle écoutait tout. Et peu à peu, elle comprit que le royaume de Poméranie était un nid d'araignées, une cour divisée entre les fidèles du roi, les partisans de l'Empire germanique et ceux qui rêvaient d'une alliance secrète avec la Pologne. Elle, jeune, étrangère, cultivée et dotée d'un regard perçant, devint le point de fixation de toutes les peurs. On la soupçonnait de sympathiser avec les ennemis. On chuchotait qu'elle écrivait des lettres, qu'elle possédait des sceaux étrangers, qu'elle envoyait des messagers la nuit. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle avait osé questionner. Elle avait osé s'opposer à un traité qui sacrifiait les terres du Nord. Elle avait osé dire à voix haute ce que d'autres murmuraient. Et surtout, elle avait gagné la confiance du peuple, qui voyait en elle une souveraine proche, lucide, capable de protéger les villages contre les impôts, les raids et la peste. Le roi, d'abord amusé par cette fougue, devint méfiant, puis distant, et enfin cruel. Il l'enferma dans ses appartements, limita ses contacts, intercepta ses correspondances. Mais il était déjà trop tard. Marguerite n'était plus seulement reine. Elle était devenue un symbole, un miroir tendu à ceux qui rêvaient d'un royaume plus juste. C'est alors que les accusations commencèrent à fleurir. Un mot intercepté, un messager arrêté à la frontière, un serviteur affirmant l'avoir entendu parler en latin avec un espion polonais. Et soudain, l'accusation de trahison surgit comme une foudre dans un ciel pourri de rancune. Le roi convoqua un tribunal d'exception. Pas de défense, pas d'avocat. Seulement un parchemin déjà scellé, une sentence déjà écrite. Marguerite comprit à cet instant que ce procès n'était pas le sien, mais celui d'une idée trop dangereuse. Celle d'une reine libre, capable de penser au-delà des murs du château. Une femme qui ne se contentait pas de sourire et d'enfanter. Une femme qui dérangeait. Et dans le silence de sa cellule, elle n'écrivit pas une lettre d'adieu. Non. Elle grava sur la pierre, du bout d'un clou volé, 4 mots en langue slave, celle de son enfance. Ils veulent brûler l'espoir. Le procès de Marguerite ne dura qu'une journée. 24 heures pour effacer une vie, pour anéantir une réputation, pour transformer une reine en traîtresse. Il n'y eut ni interrogatoire public, ni témoin direct. Les preuves se résumaient à quelques feuillets froissés, un anneau soi-disant retrouvé dans les affaires d'un messager disparu, et des rumeurs, surtout des rumeurs. Rien de solide. Mais dans une cour rongée par la peur et l'opportunisme, la vérité n'était plus qu'un luxe. Le tribunal siégea à huis clos. Le roi n'y apparut que quelques minutes, le regard figé, la mâchoire crispée. Il ne parla pas à Marguerite. Il ne croisa même pas son regard. C'était déjà fini, avant même d'avoir commencé. L'un des juges, un évêque aux doigts tachés d'encre et aux yeux fuyants, lut d'une voix monocorde l'acte d'accusation. Trahison envers la couronne, correspondance secrète avec des puissances ennemies, mise en danger de l'intégrité du royaume. À la fin de la lecture, le silence pesa lourd, comme une pierre tombale. Marguerite se leva. Elle ne cria pas son innocence. Elle ne demanda aucune grâce. Elle déclara simplement, d'une voix claire, « Je n'ai trahi que ceux qui ont trahi le peuple. » Un murmure parcourut la salle. Les juges se regardèrent, mal à l'aise, car dans cette phrase, il n'y avait ni colère ni désespoir. Seulement une vérité nue, dérangeante. Elle ne s'adressait pas à eux. Elle s'adressait au temps, aux générations futures, à l'histoire. Mais l'histoire, à cet instant, était tenue en laisse par la peur. La sentence tomba comme un couperet, mort par le feu, sur la place publique, en présence du clergé, de la noblesse et du peuple, pour que tous sachent ce qu'il en coûte de trahir le roi. Ce n'était pas un jugement, c'était une démonstration de force, une exécution exemplaire. Dans les jours qui suivirent, Marguerite fut transférée dans une cellule de pierre humide, sans fenêtre. On la priva d'encre, de papier, de tout contact. On ne voulait pas qu'elle parle, on voulait qu'elle disparaisse, lentement, dans l'ombre. Mais même dans cet oubli organisé, elle persistait. Chaque matin, les gardes la retrouvaient debout, les cheveux relevés, la robe repassée de ses mains. Elle priait. Elle murmurait en latin, en allemand, en slave. Elle récitait des noms, des lieux, des dates, comme si elle tissait un dernier fil entre elle et le monde. Un témoignage, invisible, mais tenace. Un soir, un jeune moine envoyé pour la confesser avant sa mort ressortit bouleversé.
Il ne révéla jamais ce qu'elle lui avait dit, mais on rapporta qu'il quitta la cour peu après, renonça à sa charge et vécut en ermite jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut l'un des rares à déposer une fleur sur les cendres, en secret, des années plus tard, car le feu, malgré son pouvoir de destruction, ne parvint pas à effacer ce qu'elle incarnait. À l'extérieur, dans les campagnes, dans les villages, la nouvelle se répandit comme une onde sourde. La reine allait mourir. Une reine qui parlait aux pauvres, une reine qui s'inquiétait du prix du pain, une reine qui avait osé dire non. Dans les églises, certaines femmes ajoutèrent son prénom à leurs prières. Dans les tavernes, on la chuchotait comme une légende. Dans les rues, des enfants gribouillèrent son nom sur les murs. Le roi fit effacer ses traces. Il fit enfermer ceux qui la mentionnaient. Il interdit qu'on parle d'elle à voix haute, mais il ne pouvait rien contre la mémoire des cœurs. Et dans les derniers instants, alors que le bûcher se préparait et que les cloches se taisaient, Marguerite devint plus qu'une reine. Elle devint un miroir, un symbole, une blessure ouverte dans la chair du pouvoir. Il restait une nuit, une dernière, une poignée d'heures volées à l'éternité. Marguerite les passa seule, dans la pierre glaciale d'une geôle au cœur du château. Les gardes n'osaient plus la regarder. L'un d'eux, jeune, le visage couvert de cicatrices d'acné, avait déposé un bol de soupe froide sans un mot, les yeux baissés. Elle ne le toucha pas. Assise sur une paillasse, le dos droit, elle contemplait le mur nu comme s'il contenait un horizon invisible. Ses mains étaient jointes, non pas dans une prière, mais dans un silence actif, presque royal. Comme si elle gouvernait encore, mais autrement. De cette posture naissait une sorte d'aura que rien ne pouvait ternir. La majesté d'une femme que la peur n'atteint plus. La nuit s'étira, longue comme une plaie. Marguerite revoyait les visages. Celui de sa mère, pâle, lointain, qui l'avait regardé partir pour un mariage sans amour. Celui du roi, le premier soir, quand elle avait compris qu'elle ne serait jamais aimée. Ceux des femmes de la cour, moqueuses, jalouses ou apeurées. Et puis, surtout, les visages anonymes, les enfants des rues, les lavandières, les soldats blessés qu'elle avait fait soigner, les paysans qu'elle avait défendus contre les taxes. C'étaient eux maintenant qui peuplaient sa mémoire, ceux pour qui elle avait parlé trop fort, trop vrai. On raconte qu'elle dormit 1 heure ou 2, qu'un geôlier l'entendit murmurer dans un souffle « Si Dieu m'entend, qu'il garde ma voix dans le vent ». Puis plus rien, un calme de mort. À l'aube, on vint la chercher. 3 soldats, 2 prêtres, pas un mot. Le cliquetis des clés, le grincement de la porte. Marguerite se leva. Elle n'eut pas besoin d'aide. Elle marcha sans trembler. Elle demanda simplement une chose, que l'on ne voile pas son visage. Ce fut refusé. On la couvrit d'un voile noir, par décence, dit le prêtre. Mais au moment où elle monta sur l'échafaud, un coup de vent violent le fit voler. La foule la vit, et elle les vit. Pendant 1 seconde, une reine morte pour tous les livres d'histoire se tint là, bien vivante, devant son peuple. Ses cheveux défaits, son visage amaigri, ses yeux, plus perçants que jamais. Un témoin raconta plus tard « Je n'ai jamais vu regard plus puissant. Ce n'était pas la peur, ni la foi, ni la colère. C'était la vérité nue. Elle ne dit rien. Elle ne cria pas. Mais dans ce silence, elle hurlait à tous ceux qui avaient trahi l'honneur sous couvert de loi. Les flammes ne s'étaient pas encore levées que déjà l'odeur de honte flottait parmi les juges. Le bourreau hésita. Le roi avait exigé que ce soit rapide, pas de spectacle inutile, pas de cris, pas de scandale. Mais rien ne se passa comme prévu. Lorsque le feu fut allumé, un orage éclata au loin. Le tonnerre couvrit les prières, la pluie menaça. Certains y virent un signe, d'autres baissèrent les yeux. Le feu, lui, monta malgré tout. Et Marguerite resta debout. Longtemps, trop longtemps. Un garde raconta qu'il crut l'avoir vue sourire avant de tomber. Dans la fumée qui dansait autour du bûcher, les rumeurs naquirent aussitôt. Elle n'avait pas crié, disaient les uns. Son corps ne brûlait pas, jurèrent les autres. On prétendit qu'un corbeau avait tournoyé 3 fois autour du brasier, puis s'était envolé vers la mer. Les légendes aiment la fumée. Elle nourrit les silences trop lourds à porter. Mais sous la suie, sous la peur, sous les ordres, quelque chose s'était brisé ce matin-là. Le roi ne prononça plus jamais le nom de Marguerite. Il fit détruire tous ses portraits, ses lettres furent brûlées, sa chambre murée. Même les domestiques qui l'avaient servi furent dispersés, exilés ou réduits au silence. Et pourtant, on commença à murmurer son nom dans les monastères, dans les bordels, dans les marchés, dans les berceuses. Un nom interdit, mais immortel. La pluie tomba enfin, quelques heures après que les flammes eurent tout dévoré. Le bois, le lin, la chair. Il ne restait qu'un tas de cendres noires, mêlées de clous tordus et de braises mourantes. Le bourreau avait quitté les lieux, le visage fermé.
Les prêtres priaient à voix basse, l'un d'eux vomit derrière le bûcher. Et dans la foule dispersée, certains osèrent ramasser un peu de cendre, la glissant dans un mouchoir ou un médaillon, comme on recueille une relique. Mais ce n'était pas seulement un corps qu'on avait brûlé ce matin-là, c'était une voix, une idée, une menace. Car malgré tous les efforts du roi, malgré les édits qui interdirent de prononcer son nom, malgré les punitions infligées aux conteurs trop bavards, Marguerite vivait encore. Dans l'ombre, dans les murmures, dans les silences gênés des nobles qui l'avaient connue, dans les regards fuyants des juges qui l'avaient condamnée. Elle était partout et nulle part. Les premières années qui suivirent son exécution furent marquées par une tension sourde. Des rébellions éclatèrent dans le nord. De jeunes seigneurs revendiquèrent un retour à l'honneur bafoué, sans la nommer, mais en pointant le mensonge. Un ancien serviteur du palais, exilé dans un couvent, commença à recopier des fragments de lettres qu'il affirmait avoir sauvés des flammes. Il décrivit une reine savante, lucide, qui avait tenté d'éviter la guerre à tout prix. Puis vinrent les chansons. Simples, entêtantes, chantées dans les foires ou murmurées par les nourrices. Des vers étranges, parlant d'une reine aux pieds nus, au cœur de lumière, morte pour avoir dit non. Les autorités tentèrent de les interdire. Mais les chansons, comme les graines, se faufilent dans les fissures. Et un jour, bien plus tard, une statue apparut au bord d'un puits, dans un village isolé, sans nom ni date. Une femme debout, les bras ouverts, le regard vers le ciel. Aucun signe religieux, aucune inscription. Mais les anciens savaient. Et les enfants demandaient « C'est elle, la reine brûlée ?» Et les mères répondaient « Non, c'est celle qu'ils n'ont pas pu éteindre. » Pendant ce temps, au château de Stettin, le roi vieillissait. Ses cheveux blanchirent, ses mains tremblaient, ses nuits devinrent hantées. Il évitait les couloirs où elle avait marché. Il fit redécorer la grande salle, changer les tapisseries, ôter toute trace. Mais la mémoire n'obéit pas aux ordres. Elle se glisse dans les pierres, dans les coupes de vin, dans les soupirs d'un domestique resté trop longtemps en service. On dit qu'à la fin de sa vie, le roi Bogusław Pince parlait seul, la nuit, qu'il appelait Mar avant de se reprendre, qu'il rêvait d'un bûcher, non pas pour elle, mais pour lui. Il ne confessa rien. Il mourut sans jamais avoir prononcé le mot pardon. Et pourtant, l'histoire, elle, finit par parler. Des décennies plus tard, un chroniqueur indépendant, banni de la cour, écrivit un ouvrage intitulé « La vérité dérobée ». Il y racontait, documents à l'appui, que le messager accusé n'était jamais entré au château, que les lettres brandies au procès étaient des faux grossiers, que des conseillers avaient scellé sa chute pour asseoir leur pouvoir sur le roi affaibli. Le livre fut interdit, mais circula sous le manteau, copié à la main, lu la nuit, dans les greniers, sous les plafonds qui fuyaient. Et lentement, Marguerite redevint ce qu'elle avait toujours été. Une voix qui dérange, une femme qu'on ne pouvait pas réduire au silence. Ce que le feu avait tenté de détruire, sa dignité, sa mémoire, sa parole, survécut, plus fort que la cendre, plus vivant que la couronne. Les années passèrent, et avec elles, les visages changèrent, les rois tombèrent, les alliances furent trahies puis refaites. Mais le nom de Marguerite refusait de mourir. Il n'était plus écrit dans les registres officiels, il ne figurait sur aucun vitrail, aucun blason. Pourtant, il flottait dans l'air, comme une braise que le vent refusait d'éteindre. Dans les couvents, certaines novices prenaient le nom de Sœur M, en son honneur. Dans les contes populaires, elle devint la reine sans tombeau, celle qui revenait hanter les palais et brûler les consciences. À Stettin, le château se mit à grincer la nuit. Les domestiques racontaient avoir entendu des pas dans les couloirs où personne ne marchait. Une servante jura avoir vu, en pleine lune, une silhouette blanche debout devant l'ancienne chambre de la reine. Les rumeurs se firent si persistantes que le nouveau roi fit murer la pièce, ordonnant qu'on n'y entre plus jamais. Mais une pièce murée n'arrête pas les fantômes. Le fantôme de Marguerite n'était pas une figure effrayante. Il n'apparaissait pas dans les miroirs ni ne poussait de hurlements. C'était une absence obsédante, un vide si dense qu'il devenait présence. Dans les banquets trop bruyants, il planait. Dans les courriers diplomatiques, il revenait, sous forme de prudence. « Ne faites pas une Marguerite de cette dame », écrivait-on parfois à demi-mot, craignant de reproduire la tragédie. Dans les provinces les plus pauvres, on allait plus loin. On parlait d'elle comme d'une martyre. Certains disaient qu'elle avait guéri une enfant malade, apparue dans un rêve, vêtue de lumière. Une légende raconta même qu'un homme, condamné à la pendaison, fut sauvé quand une corde se rompit 3 fois, et qu'il jura avoir vu le regard de la reine dans le ciel juste avant la chute. Superstition ou mémoire populaire déguisée? Ce qui est certain, c'est que le récit de sa vie et de sa mort échappa au contrôle des puissants. Là où le pouvoir avait voulu écrire la fin, le peuple ouvrit un nouveau chapitre.
Marguerite n'était plus seulement une victime. Elle devenait un avertissement, une figure d'insoumission. Des intellectuels commencèrent à se pencher sur sa figure. Certains y virent la première souveraine politique de Poméranie, une femme qui, au lieu de subir la couronne, avait tenté de lui donner un sens. D'autres parlèrent de féminisme avant l'heure, de résistance morale. On publia, clandestinement, des pamphlets intitulés « Lettres à la reine brûlée » ou « Cendres de justice ». Chaque texte était une bougie déposée sur un tombeau invisible. Ce regain d'intérêt déplut à la cour. Les autorités lancèrent des enquêtes, arrêtèrent des imprimeurs, firent interdire certaines chansons. Mais cela ne fit que nourrir le feu. Le paradoxe était là, cruel. Plus on cherchait à faire taire Marguerite, plus elle parlait. Même dans les cercles religieux, sa mémoire persistait. Un moine anonyme écrivit, dans un codex retrouvé plus tard, « Elle ne fut ni sainte ni sorcière, elle fut une voix, et nul n'a le droit d'éteindre une voix qui ne ment pas. » Pendant ce temps, les descendants du roi Boguslav vécurent dans une ombre trouble. Aucun ne connut de règne paisible. Tous furent tentés par les divisions internes, les révoltes silencieuses, les alliances fragiles. Comme si le crime originel, le bûcher d'une reine juste, avait infecté jusqu'au sang royal. La dynastie s'effrita, lentement, inévitablement. Et dans chaque effondrement, le nom de Marguerite revenait, murmuré par les pierres, gravé à l'encre invisible dans les murs, inscrit dans les silences gênés des conseillers d'État. Un royaume peut survivre à une guerre, mais peut-il survivre au souvenir de sa propre trahison? Alors que les générations se succédaient, que les couronnes changeaient de front et les frontières de nom, le nom de Marguerite, lui, ne mourait pas. Il se transformait. Il passait de bouche en bouche, de mère en fille, de nourrice en enfant. Il n'appartenait plus au livre, il appartenait à la mémoire vivante, à la lignée silencieuse des femmes blessées par l'histoire. Dans les foyers humbles, les femmes racontaient l'histoire de la reine brûlée comme un conte qu'on chuchote à l'oreille, le soir, lorsque la lumière vacille. Elles n'avaient pas besoin de documents ni de dates. Elles avaient la douleur dans la chair, la même que Marguerite. L'humiliation, le silence forcé, l'effacement. Et son souvenir devenait une forme de résistance douce, une prière que personne ne pouvait censurer. Certaines disaient qu'elle revenait la nuit, non pas comme un spectre, mais comme une présence chaude, bienveillante, qui se tenait au chevet des femmes enceintes ou près des lits d'accouchement difficiles. Une guérisseuse invisible, née des flammes. D'autres encore racontaient que des fleurs poussaient là où ces cendres avaient été dispersées. Des fleurs qui ne se fanaient pas en hiver. Ce mythe n'était pas entretenu par les puissants. Ils vivaient malgré eux. Ils refusaient d'être enfermés. Et peu à peu, dans les villages les plus reculés, le nom Marguerite devint un prénom sacré. Les filles qu'on baptisait ainsi recevaient une bénédiction tacite, celle d'une femme qui avait tenu tête, seule, au poids d'un royaume. À la cour, on s'en inquiéta. Les reines suivantes, souvent étrangères elles aussi, s'efforcèrent de gommer toute comparaison. L'une d'elles fit interdire le prénom Marguerite dans les actes de naissance royaux. Une autre exigea la destruction d'une tapisserie ancienne représentant une reine couronnée d'étoiles, car elle rappelait trop la figure oubliée. Mais l'oubli véritable n'arrivait jamais. Car Marguerite n'était pas seulement une mémoire, elle était devenue un outil. Dans chaque combat mené par une femme contre une autorité injuste, son nom servait de talisman. Lorsqu'une jeune fille refusait un mariage arrangé, on disait « Elle a le cœur de la reine brûlée ». Lorsqu'une veuve contestait une taxe abusive, on murmurait « Elle parle comme Marguerite ». Même dans les milieux intellectuels, son souvenir ressurgissait. Un historien obscur, retiré dans un monastère à Greifswald, parvint à récupérer un fragment de journal d'un garde présent au procès. Il y lisait « Je n'ai pas vu une traîtresse, mais une femme qui regardait les juges comme des enfants perdus ». Ce seul témoignage suffisait à remettre en cause tout le récit officiel. Un autre érudit osa écrire que la cour avait sacrifié Marguerite non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle représentait. Un esprit libre, une volonté de réformer, une sensibilité politique plus fine que celle des hommes de guerre. À ce moment-là, une nouvelle peur naquit parmi les puissants. Et si elle devenait un symbole révolutionnaire? On fit alors tout pour l'effacer de nouveau. On brûla des manuscrits, on ferma des écoles soupçonnées de la cité. Mais cela ne fit que confirmer son importance. Une reine morte 100 ans plus tôt se met encore la panique dans les couloirs du pouvoir. Et pendant ce temps, dans une chaumière oubliée près de la Baltique, une vieille femme berçait une enfant en murmurant « Marguerite, toi qui fus feu, garde les filles au bord du jeu. » 3 siècles avaient passé. 3 siècles de guerre, de traités oubliés, de mariages entre empires et de trahisons entre frères. La Poméranie n'était plus ce qu'elle avait été. Démembrée, disputée entre puissances voisines, elle n'existait que dans les atlas anciens et les mémoires paysannes.
Les palais étaient en ruine, les blasons effacés, et les noms gravés sur les pierres devenaient illisibles. Mais un nom, un seul, résistait. Marguerite. Ce n'était plus un nom de reine. C'était un écho obstiné, un soupir gravé dans les fibres d'un peuple. Dans les marchés du dimanche, on vendait des broches appelées « fleurs de feu » en son honneur. Dans les écoles clandestines, des maîtres récitaient l'histoire de « la femme qui ne baissa jamais les yeux ». Même les soldats la connaissaient. Dans les bivouacs, les jeunes recrues juraient sur la flamme de la reine quand ils voulaient se prouver braves. Puis un jour, une découverte changea tout. Dans une abbaye abandonnée, cachée derrière une paroi dissimulée par les lierres, on retrouva une malle de fer forgée. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres, signées, scellées, datées, écrites de la main de Marguerite, conservées par une sœur du couvent, transmises de génération en génération, puis oubliées dans le chaos des siècles. Ces lettres n'étaient pas politiques, elles étaient personnelles, intimes, puissantes. Marguerite y écrivait sa peur, sa colère, son amour du peuple, ses doutes face au roi, sa foi non pas en Dieu, mais en la justice. Elle y évoquait ses lectures, ses réflexions, ses rêves. Elle ne planifiait aucune trahison. Elle rêvait d'une réforme, d'un royaume plus doux, d'un pouvoir moins brutal. L'annonce de cette découverte provoqua un séisme. Des historiens se précipitèrent, des religieux tentèrent de nier leur authenticité, des hommes de pouvoir parlèrent de faux, mais les analyses confirmèrent. L'écriture, l'encre, le papier, tout était d'époque. Et soudain, ce que la rumeur et la chanson disaient depuis des siècles devenait vérité historique. Marguerite n'avait pas trahi, elle avait été trahie. Des voix s'élevèrent pour demander réparation. Un groupe d'intellectuels demanda la reconnaissance officielle de son innocence. On proposa même, idée impensable quelques années plus tôt, d'ériger une statue en son nom au cœur de Stettin, sur la place même où elle avait été brûlée. Le débat fit rage. Certains criaient à l'anachronisme, d'autres invoquaient la mémoire nationale. Mais ce qui dominait, dans les rues, dans les journaux, dans les conversations des cafés, c'était l'émotion brutale d'un peuple qui réalisait qu'on lui avait menti, que l'histoire écrite par les vainqueurs avait effacé une femme, une idée, une lumière. Et tandis que les puissants discutaient, le peuple agissait. Une nuit de printemps, sans prévenir, des anonymes vinrent sur la place où s'était élevé jadis le bûcher. Ils n'avaient ni autorisation, ni programme, seulement des mains, des outils et une détermination farouche. Ils dressèrent une stèle simple, de pierre nue, sur laquelle ils gravèrent « À celle qui fut lumière dans la nuit des puissants, Marguerite, reine brûlée, voix debout ». Le matin, la ville s'éveilla sous une pluie fine. La stèle était là, et personne n'osa la retirer. La stèle fut d'abord tolérée, puis adoptée. Les autorités ne la firent jamais démonter. Peut-être par prudence politique, peut-être parce qu'ils comprirent que l'histoire avait basculé, et qu'à ce stade, toute tentative d'effacement ne ferait qu'ajouter du bois au feu. Car Marguerite n'était plus un fantôme, elle était devenue une racine. Chaque jour, au pied de la pierre, des fleurs apparaissaient, pas des couronnes royales, des fleurs des champs, simples, nouées avec des rubans de toile. Des enfants venaient y déposer des dessins, des femmes, des lettres, des vieillards, des larmes qu'ils n'avaient jamais osé verser. Le peuple n'avait pas besoin de marbre ni de dorure, il avait enfin retrouvé son héroïne. Et dans cette redécouverte naquit une autre transformation. Marguerite ne fut plus seulement celle qui avait été trahie, elle devint celle qui inspire à se tenir debout. Dans les écoles, son nom entra dans les leçons d'histoire, d'abord timidement, puis avec fierté. Les jeunes filles lisaient ces lettres à voix haute dans les cercles littéraires. Les théâtres montaient des pièces à partir de ces mots. On vit même, un jour, une enfant porter fièrement une robe blanche et une couronne de papier lors d'un carnaval rural, et déclarer devant tout le village « Je suis Marguerite, celle qu'on n'a pas pu faire taire ». Mais ce qui bouleversa le plus, ce fut le changement dans les cœurs. Pendant des siècles, le peuple avait appris à courber l'échine, à se taire devant l'injustice, à baisser les yeux devant le pouvoir. Marguerite, par sa mort, leur rappelait ce qu'ils avaient perdu, la voix. Par sa survie dans la mémoire, elle leur redonnait ce qu'ils pensaient à jamais perdu, le droit de dire non. Un vent nouveau se leva. Dans les villages reculés, les femmes commencèrent à s'organiser, à réclamer l'accès à l'éducation, à la parole, à la terre. Elles prenaient pour emblème non pas une épée, mais une plume et une flamme. Le visage de Marguerite, reconstitué d'après un portrait disparu, fut imprimé sur des bannières artisanales. Sur les marchés, on vendait de petits médaillons à son effigie, gravés de la devise, debout même dans les flammes. Cela agaçait certains, inquiétait d'autres. On tenta à nouveau d'en réduire l'impact, parlant de mythes exagérés, de romantisme populiste, mais rien n'y fit. Car le peuple n'avait pas besoin d'un récit parfait,
Il avait besoin d'un récit qui guérissait, et Marguerite guérissait. Elle guérissait les injustices muettes, les douleurs transmises de génération en génération, les silences imposés. Chaque mot d'elle, chaque ligne rescapée devenait un remède, un poème, une preuve que l'histoire pouvait être reprise, corrigée, réécrite par ceux qui l'avaient en subi. Un siècle plus tard, lors de la reconstruction de la cathédrale de Stettin, on découvrit, sous une dalle oubliée, une boîte de cuivre scellée. À l'intérieur, un seul feuillet, jauni, mais intact. C'était l'une des dernières lettres de Marguerite, jamais publiée. On y lisait « Si un jour mes cendres servent à réchauffer d'autres mains, alors je n'aurai pas brûlé en vain. » Et soudain, tout devint limpide. Marguerite n'avait jamais été une reine pour régner. Elle avait été une reine pour réveiller. Les statues s'érodent, les trônes tombent, les noms gravés sur les pierres s'effacent. Mais parfois, le souvenir d'une voix persiste plus longtemps que les royaumes eux-mêmes. Marguerite de Poméranie n'avait plus de lignée, plus de couronne, pas même de tombe, et pourtant elle était partout. Dans les manuels d'histoire, elle figurait désormais entre deux guerres, comme une note lumineuse dans un monde de fer. Les écoliers lisaient ses lettres, les professeurs en faisaient une figure de conscience politique. Dans les festivals, on jouait des pièces inspirées de son procès, de sa résistance, de son feu. Et chaque fois, la salle se levait à la fin, pas par obligation, mais parce que quelque chose de plus grand qu'un destin personnel se réveillait en chacun. Marguerite était devenue l'archétype de toutes les femmes qu'on avait brûlées sans preuve, celles qu'on avait accusées de sorcellerie, de déloyauté, d'insoumission, celles qui avaient osé penser au-delà du cadre, aimer hors des lois, écrire contre les ordres. À travers elle, on rendait justice à toutes les oubliées, mais son héritage ne s'arrêtait pas aux femmes. Il touchait quiconque avait déjà été condamné sans défense, trahi sans raison, jugé sans procès. Dans son silence debout, dans sa solitude lucide, Marguerite avait légué une éthique de résistance, une manière d'exister en vérité, même face à la mort. Un jour, un président de la République du nouveau royaume d'Europe de l'Est, en visite à Stettin, déposa une gerbe devant la stèle de la place centrale. Il prononça un discours bref, sans emphase, mais dans lequel il dit « Ce n'est pas pour les rois que nous venons ici, c'est pour écouter la voix d'une femme qui, un jour, dit non à l'injustice. Et ce non, 3 siècles plus tard, continue de résonner. » La foule ne réagit pas immédiatement. Puis une jeune fille, les cheveux tressés, sortit de la rangée et s'agenouilla devant la stèle. Elle y déposa un objet simple, une plume noire liée à un ruban rouge. Et dans le silence qui suivit, ce geste valait plus que tous les discours. Car l'histoire de Marguerite n'avait pas besoin de grands monuments ni de marbre doré. Elle s'inscrivait dans les gestes minuscules, une main qui se tend, une voix qui s'élève, un regard qui ne baisse pas. Et si, un jour, quelqu'un demandait encore « Où est-elle enterrée ?», on répondrait « Dans chaque page qu'on ose écrire, dans chaque injustice qu'on dénonce, dans chaque flamme qu'on rallume pour ne pas oublier. » Elle est vivante, dans le courage, dans la mémoire, dans nous. Car parfois, les reines sans tombe laissent des royaumes entiers dans le cœur de ceux qui se souviennent.